1889. Dans la ville industrielle d'Allegheny, en Pennsylvanie, un homme de foi fait construire un édifice pas tout à fait comme les autres. Charles Taze Russell, prédicateur et fondateur du mouvement des étudiants de la Bible, inaugure la Bible House, un immeuble de 3 étages destiné à devenir le cœur névralgique de ce jeune mouvement religieux. À l'intérieur, on imprime des revues, on expédie des publications, on scrute les Écritures et on prie Jéhovah. Pour les fidèles, ce lieu est plus qu'un bâtiment, un endroit où Dieu habite par son esprit. Mais entre 1890 et 1898, des documents et journaux d'époque révèlent un autre visage de cette maison de la Bible. Pendant plusieurs années, certaines de ces pièces furent louées à des organisations secrètes, initiatiques et paramaçonniques. Autrement dit, des groupes qui imitent la structure et les rituels de la franc-maçonnerie sans en faire officiellement partie. Des confréries aux symboles ésotériques, des ordres patriotiques, ainsi que des loges pratiquant leurs propres cérémonies d'initiation, toutes réunies sous le même toit, parfois au même moment, mais dans des salles différentes. Alors, que s'est-il réellement passé dans la Bible House d'Allegheny? Russell savait-il seulement qui fréquentait sa demeure? Et pourquoi ces sociétés secrètes trouvaient-elles refuge dans le siège des étudiants de la Bible? C'est ce que nous allons découvrir dans cette enquête inédite. Achevée en 1889. La Bible House, appelée plus tard parfois Bethel dans la littérature des témoins de Jéhovah, est à la fois un lieu de travail et de vie. Russell y centralise toutes les activités du mouvement. Rédaction de la Watchtower, imprimerie, salle de réunion et logement pour les membres de la Maison de Dieu. Un ouvrage jéhoviste décrit ainsi l'édifice. Cet immeuble abritait une salle de réunion pour 200 personnes environ. On y trouvait aussi une petite salle pour l'imprimerie, un service d'expédition au sous-sol, ainsi que des appartements pour les membres de la famille qui travaillaient comme personnel. Et du côté de la rue, il y avait un entrepôt et un magasin où des écrits étaient distribués au public. En d'autres termes, la Bible House fut le 4e bureau central de la Zion's Watchtower Tract Society, le mouvement qui prendra, quelques années plus tard, le nom de Watchtower Bible and Tract Society. Mais à la différence des Bethel modernes, celui d'Allegheny n'était pas exclusivement religieux. Ainsi, dès les premières années, certaines salles furent louées à des occupants pour le moins inattendus. Entre 1890 et 1898, la Bible House ouvre ses portes à une série d'organisations aussi diverses qu'étonnantes. En tout, 10 sociétés fraternelles, qualifiées de sociétés secrètes dans la presse locale, louèrent régulièrement ces salles pour y tenir leurs réunions, leurs cérémonies ou leurs initiations. Ces groupes portèrent des noms étranges. L'Ancient Order of United Workmen, le Junior Order of United American Mechanics, le Royal Arcanum ou encore l'Order of Solon. Derrière ces appellations se cachent des confréries initiatiques, inspirées pour beaucoup de la franc-maçonnerie et relevant d'un ésotérisme social que l'on pourrait qualifier de léger. Bien qu'elles ne soient pas des ordres occultes à proprement parler, elles possédaient leurs rituels, leurs serments et leurs hiérarchies secrètes. Certaines d'entre elles, comme le Royal Templars of Temperance, étaient même dirigées par des francs-maçons notoires, tels que Cyrus K. Porter. Les chroniques de l'époque évoquent leurs réunions à la Bible House, parfois appelée Bible House Hall ou même New Bible House Hall, sans jamais préciser quelle pièce servait réellement de lieu de rassemblement. Le premier étage du bâtiment était en partie loué à des fins commerciales, tandis que la chapelle du 2e étage, bien qu'utilisée comme lieu de culte par les étudiants de la Bible, accueillait aussi, à l'occasion, d'autres associations. Ainsi, la Maison de la Bible fut un lieu à la fois spirituel, communautaire et parfois initiatique. D'après les registres consultés, voici ce que l'on sait. En 1890, les Ladies of the Union Veteran Legion, Auxiliary numéro 1, une société féminine fraternelle, commencent à se rassembler 2 fois par mois dans la nouvelle salle du bâtiment. La même année, l'Union Veteran Legion, Encampment numéro 6, composée d'anciens soldats et administrée par Harvey J. Fulmer, un fervent adepte de diverses sociétés secrètes, y tient ses rassemblements rituels du vendredi soir. Toujours en 1890, une autre association s'y installe, les Select Knights of America, Spartan Legion numéro 7.
Cette confrérie fermée y organise ses réunions régulières, puis, au début de l'année suivante, y procède à l'intronisation de ses nouveaux officiers pour le mandat à venir, dans cet espace réservé à leurs cérémonies solennelles. En 1891 et 1892, c'est la loge Allegheny numéro 2 de l'Order of Solon qui élit domicile à son tour dans l'immeuble. Fondée à Pittsburgh en 1888, cette société comptait plusieurs sections locales. Celle d'Allegheny rassemblait plus de 120 membres. Leur rituel d'initiation, décrit dans The Pittsburgh Dispatch, sous la section Société secrète, parfois accompagné d'un dessin du Sphinx de Gizeh et de la Grande Pyramide, présentait de fortes similitudes avec les pratiques du rite écossais maçonnique. Certains de leurs officiers, comme Gustav A. Müller, appartenèrent d'ailleurs eux-mêmes à la franc-maçonnerie. À la même période, 2 conseils du Junior Order of United American Mechanics utilisaient également les pièces du bâtiment. Le O.H. Perry Council numéro 230 se retrouvait chaque mardi soir entre 1891 et 1895 sous la direction de Knighton T. Mead, lui-même initié au mystère maçonnique. Cette communauté, forte d'environ 180 membres, y tenait ses assemblées, ses célébrations et même des funérailles, comme celle célébrée pour le frère Jacob Burger. Le second, le Nelson P. Reed Council numéro 883, accueillit le 25 novembre 1892 une conférence du futur gouverneur de Pennsylvanie, William A. Stone, franc-maçon avéré, donné au nom de cette organisation à caractère patriotique et anticatholique. De 1891 à 1895, le Royal Arcanum Federal Council numéro 100, société de secours mutuel cofondée en 1877 par John A. Cummings et le frère Darius Wilson, siégeait dans les mêmes locaux chaque premier et troisième jeudi du mois. Entre 1892 et 1898, les Royal Templars of Temperance Allegheny Council numéro 35 occupaient eux aussi ces lieux 2 fois par mois en soirée. La plupart de leurs officiers provenaient d'obédiences paramaçonniques diverses, et la presse de Pittsburgh classait souvent leurs activités sous la chronique « Chambre de loge ». Vers 1895, la cohabitation atteint son apogée. Cette année-là, l'Order of Scottish Clans, clan Macpherson numéro 59, composé en majorité d'initiés issus de la franc-maçonnerie, tenait ses assemblées dans ses salles chaque 2e et 4e lundi du mois. Un magazine local rapporte même qu'il prévoyait d'y mettre en scène une cérémonie symbolique avec leur mascotte, une chèvre prénommée William. Ce rite humoristique, à la fois parodique et initiatique, illustrait parfaitement leur esprit de camaraderie. La même année, et encore en 1896, l'ancien Order of United Workmen, Industry Lodge numéro 25, une loge mutualiste et fraternelle, organisait chaque mardi soir ses réunions dans la bâtisse. Toutes ces organisations partageaient un socle commun de pratiques, serments, emblèmes, signes de reconnaissance et mots de passe, autant d'éléments hérités de la tradition maçonnique et de ses dérivés. Ainsi, au cœur même du siège du mouvement russellite, pas moins d'une dizaine de sociétés secrètes se retrouvaient régulièrement dans ce lieu. Une cohabitation pour le moins singulière, presque improbable. Alors, comment expliquer une telle convergence ? Comment expliquer cette cohabitation improbable ? La première réponse est pragmatique. La Bible House disposait de salles spacieuses et bien situées. Les louer permettait à la société Watchtower de financer ses activités. Mais d'autres éléments laissent entrevoir une proximité fonctionnelle avec le monde paramaçonnique. Parfois, les adeptes de ce courant biblique utilisaient, à leur tour, les locaux de ces mêmes organisations pour tenir leurs propres réunions dans d'autres villes. Entre 1904 et 1916, les russellistes se rassemblèrent souvent dans des bâtiments appartenant au Order of United American Mechanics ou à sa branche Junior Order, à Greenwich, Johnstown, Buffalo, New Britain, Hartford, Hackensack, Wilmington et même New York. Entre 1906 et 1912, la Société des étudiants de la Bible, dirigée par Russell, loua ponctuellement les salles de l'Ancient Order of United Workmen à Minneapolis, Victoria, Fresno, Omaha et Muscatine. De 1907 à 1912, l'Ecclésia de Providence, au Rhode Island, se réunit régulièrement dans les locaux du Royal Arcanum. D'autres congrégations firent de même, notamment à Elmira dans l'État de New York et à Niles dans l'Ohio.
Ces exemples démontrent que les relations entre le mouvement fondé par le pasteur Russell et ses 3 sociétés paramaçonniques furent répétées, durables et étendues, couvrant l'ensemble du territoire américain et, de façon plus limitée, une partie du Canada. Quelques années plus tard, une nouvelle organisation voit le jour à Pittsburgh, la Solon Society, fondée cette fois par les étudiants de la Bible eux-mêmes. Le choix du nom intrigue, Solon, tout comme l'ancien Order of Solon qui quelques années plus tôt tenait ses réunions dans la Bible House. Un simple reflet du passé? Peut-être pas. En 1905, le groupe change de nom pour devenir la Solon Association. Dans son journal, Clayton G. Woodworth, un proche du pasteur Russell, explique ce remaniement. Ce changement a été effectué parce que certains avaient eu l'impression qu'il s'agissait d'une société secrète, alors que nous n'avons aucun secret, ni aucune autre obligation que celles qui conviennent à tous ceux qui aiment la règle d'or. Cette déclaration traduit la volonté de s'éloigner de toute apparence de cercle fermé ou mystérieux, mais la filiation symbolique, elle, reste frappante. Alors, que retenir de cette enquête ? Oui, les archives montrent clairement que la société Watchtower a loué certaines salles de la Bible House à plusieurs confréries secrètes entre 1890 et 1898. Et oui, certaines de ces organisations étaient liées à la franc-maçonnerie et pratiquaient des rituels initiatiques. Mais rien ne prouve que Charles Taze Russell ou ses collaborateurs aient participé personnellement à ces activités dans la maison où Dieu habite. La raison première semble pragmatique, financer les opérations du mouvement. Cependant, il existe aussi des implications stratégiques. En accueillant dans ses locaux des cénacles fermés de notables, d'industriels ou de responsables politiques, Russell et ses plus proches disciples pouvaient entretenir un réseau d'influence locale, dont parfois les répercussions pouvaient se prolonger à l'échelle nationale, certains de ces personnages occupant des fonctions de premier plan, tels qu'un membre de la Chambre des représentants américaine ou une sommité médicale. D'un point de vue symbolique, certains chercheurs relèvent que l'iconographie et le vocabulaire employés par Russell s'inscrivent parfois dans une esthétique proche de celle des traditions maçonniques, sans qu'il soit pour autant question d'affiliation, mais plutôt d'une contamination culturelle propre à son époque. Les liens, eux, persistèrent encore plus d'une décennie après le départ du mouvement d'Allegheny. Bien que la Watchtower ait transféré son siège à New York en 1909, la Maison de la Bible ne fut vendue qu'en décembre 1911. Au milieu des années 1920, le bâtiment fut acquis par l'Order of Independent Americans, une organisation paramaçonnique où figuraient 2 russellistes, William Henry Moore et Frank de Haas-Gallagher, le premier étant également franc-maçon, et l'un des porteurs du cercueil du pasteur Russell le jour de son enterrement. Jusqu'à la fin des années 1940, un groupe dissident d'étudiants de la Bible continua d'y tenir ses assemblées. Ainsi, la Bible House demeura, des décennies durant, un carrefour entre foi et fraternité secrète, un lieu où la frontière entre sacré et symbolique semblait décidément bien mince. Ces archives, enfin, révèlent un aspect méconnu du mouvement à ses débuts, une certaine tolérance envers des groupes initiatiques bien souvent en tension avec la religion traditionnelle. La Bible House d'Allegheny fut-elle un sanctuaire spirituel ou un carrefour de cénacles d'inspiration ésotérique? Probablement un peu des deux. Un lieu où s'imprimaient des traités bibliques, mais où se déroulaient aussi des initiations symboliques. Un espace où le visible et l'invisible se croisaient chaque semaine. Aujourd'hui, le bâtiment a disparu. Mais son histoire, elle, continue d'interroger. Peut-on héberger des sociétés secrètes dans la maison de Dieu? Merci d'avoir suivi cette enquête. Si ce travail vous a intéressé, abonnez-vous, partagez et laissez vos sources ou vos analyses en commentaire. À bientôt pour un nouvel épisode de La Vérité Investigation.